Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Une question qui revient souvent de la part des auditeurs qui veulent savoir est-ce que tel aliment est bon ou pas. Exact, oui, ça tombe bien parce que en fait, on va pouvoir répondre dans une seule chronique à toutes les questions que les auditeurs et les auditrices se posent sur les aliments bons ou pas bons. Donc en fait, quand on se demande si tel aliment est bon, pas bon, si c'est bien, si c'est mal de manger telle ou telle chose, c'est facile, il n'y a qu'une seule réponse et c'est toujours la même. Ça dépend. Oh non, Anne, tu me diras, je commence à avoir l'habitude de ces réponses. Ça dépend, évidemment, mais ça dépend de quoi? Alors, ça dépend bien sûr de la capacité que va avoir l'aliment à répondre à nos besoins. Par exemple, souvent, dans mes ateliers collectifs, les participants me parlent du chocolat et me disent « Oh oui, mais du chocolat noir !» Et là, moi, je vais répondre, ça dépend. Si j'ai envie de chocolat parce que j'ai un chagrin dans mon cœur et que j'ai besoin de me réconforter et que le chocolat noir, j'aime pas ça ne va pas marcher. Alors qu'un bout de chocolat au lait tout doux, ça pourrait très bien faire l'affaire. Donc, de manière très pragmatique, on se pose la question, est-ce que l'aliment fonctionne ou pas ? Ok, d'accord. Donc, c'est pas une question si simple que ça, mais Anne, si l'objectif, c'est vraiment de prendre soin de mon corps, de choisir des nourritures qui soutiennent surtout et avant tout ma santé, comment est-ce que je vais savoir si tel ou tel aliment est bon ou pas? Ça dépend de quoi, ça? Alors, ça dépend de deux choses. D'une part, ça va dépendre de la qualité diététique de l'aliment, c'est-à-dire savoir si l'aliment est bon en soi. Deuxième chose, ça va dépendre de mon état et de mon besoin du moment. Donc ça va me permettre de vérifier si l'aliment est bon pour moi. C'est la qualité bon pour soi de l'aliment. Voilà. Et ça, c'est très relatif. Donc on a deux lectures, si je comprends bien. Deux niveaux. Est-ce que l'aliment est bon en soi et est-ce qu'il est bon pour soi? Très bien. Alors, commençons par le premier. Est-ce que l'aliment est bon en soi? De quoi est-ce que ça dépend, ça c'est la qualité diététique de l'aliment. Voilà, exactement. Donc, bon en soi, ça va tenir notamment à comment l'aliment a été cultivé, traité. Est-ce qu'il est plein de résidus de pesticides, d'additifs? Est-ce qu'il a été cultivé hors sol? Est-ce que l'animal a été nourri aux OGM? Est-ce que l'aliment est ultra transformé? Est-ce que ces nutriments ont été explosés? Est-ce que l'aliment a subi un traitement thermique ou par ionisation, les radiations, pour sa conservation, etc. Ou bien, est-ce que l'animal dont cette viande, par exemple, est issue, a été nourri avec une alimentation qui lui correspond? Est-ce que les légumes ont été cultivés en pleine terre, dans le respect des saisons? Est-ce que le produit a été transformé le plus traditionnellement possible? Par exemple, est-ce que le beurre est un beurre de baratte, le fromage fait de manière traditionnelle, le pain au levain, etc. Tout ça, ça va avoir une influence sur les qualités nutritives de l'aliment. Il y a l'expression nourriture vraie de Tati Lowers. Voilà, elle parle de ces nourritures vraies qui sont les moins transformées possibles et puis les mieux cultivées possibles. Et elle va mettre en valeur aussi le concept des MAA, les mœurs alimentaires de nos aïeux. Et du bon sens, il y en avait. Voilà. Donc moi, j'aime ajouter un concept de diététique chinoise. En diététique chinoise, on va tenir compte de ce qu'on appelle le Jing. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais on va faire un petit rappel. Donc le Jing, c'est ce qu'on appelle l'essence ou la quintessence de l'être vivant. Alors quand on parle d'être vivant, ça concerne aussi bien les humains que les animaux, que les végétaux. Le Jing, c'est une manière de décrire cette substance qui va permettre d'entretenir et de transmettre la vie, qui est à l'origine des structures de notre corps. Donc finalement, c'est comme si le Jing avait le programme pour structurer notre corps. Contrairement par exemple à une autre forme d'énergie qu'on appelle le Qi et qui lui va être plutôt responsable des fonctions organiques du corps. Or, il se trouve que le Jing s'épuise, s'échappe des aliments avec le temps. Donc plus l'aliment est vieux, genre des fruits et des légumes qui ont été longuement stockés en chambre froide, des conserves, des biscuits qui vont passer des mois dans les rayons des supermarchés, plus l'aliment est pauvre en Jing. Donc nous, quand on les absorbe, on va absorber de la matière, mais pas la substance subtile, substance subtile, dont on a aussi besoin. Et oui, là j'entends un peu un résumé de toutes les chroniques qu'on a fait ensemble, Anne. Donc il faut en prendre, il y a quand même pas mal de critères à prendre en compte pour savoir si cet aliment est bon en soi. Revenons maintenant à ce deuxième niveau dont tu parlais tout à l'heure, pour savoir si l'aliment est bon pour nous, cette fois-ci, s'il est bon pour soi. Voilà, donc c'est la deuxième chose à vérifier. Et il faut savoir que même le meilleur aliment sur le plan diététique, même le meilleur aliment bon en soi, peut être bon ou mauvais
pour soi. Et ça, c'est en fonction de nos besoins, de notre état physiologique, du moment, du temps qu'il fait, etc. Bon, alors même si c'est un peu complexe et qu'on ne peut pas résumer ça très rapidement en 2 minutes, est-ce que tu pourrais quand même nous orienter? Comment est-ce qu'on fait pour déterminer si c'est... Eh ben, c'est pas si compliqué que ça, figure-toi. Figure-toi qu'en fait, il y a juste quelques questions à se poser. Moi, je parle de 3 questions. La première question, à savoir si l'aliment est bon pour moi. Déjà, c'est savoir si je l'aime, cet aliment-là. Ouais, genre, j'aime pas le chou-fleur. Il y a des chances pour que ça passe mal, hein, même si c'est un excellent chou-fleur, cultivé dans les meilleures conditions, etc. Donc, je prends l'exemple du chocolat. Hein. Moi, j'aime le chocolat. Et si oui, par contre, ça c'est la deuxième question à se poser. C'est un peu le complément de la première. Est-ce que j'aime et est-ce que ici maintenant j'en ai envie? Donc, j'aime le chocolat, mais est-ce que ici maintenant j'en ai envie? Si, comme je le disais, j'aime pas un aliment, je ne me force pas. Hein, c'est qu'il y a quelque chose qui passe pas pour moi avec cet aliment. Ça, voilà, il y a les goûts, les non-goûts, bref, les tolérances, les intolérances. Si, par contre, j'ai pas envie de tel aliment, que je l'aime mais que j'en ai pas envie, c'est qu'il ne me convient pas ici, maintenant. Par exemple, j'aime le chocolat, mais là, tout de suite, non, j'en ai pas envie. C'est probablement que je suis pas en capacité de le digérer ou que j'en ai pas besoin. Voilà, j'en ai pas besoin. Par contre, si j'aime cet aliment et qu'il me fait envie ici, maintenant, là, je peux me poser la deuxième question. La deuxième question concerne la digestion. Est-ce que cet aliment, je le digère bien? Par exemple, j'observe, après en avoir consommé une quantité ajustée à ma faim. C'est-à-dire que je ne vais pas non plus embaffer, parce que de toute façon, les troubles digestifs finissent par arriver si je mange pas, si j'outrepasse ma faim. Si j'ai bien mastiqué aussi, la digestion, on rappelle, ça commence par la bouche. Donc bien mastiqué, quantité ajustée, j'observe si ça va pas me générer de l'acidité, des ballonnements, si je vais pas ressentir de lourdeur ou de maux de ventre, etc. Si ma digestion n'est pas sereine, il y a des risques pour que cet aliment, effectivement, ne me convienne pas. Si ma digestion est sereine, troisième question. Qu'en est-il de ma vitalité dans les 2 heures, 24 heures qui suivent la consommation de cet aliment? Par exemple, est-ce que je vais observer des maux de tête, des démangeaisons, des fringales, des coups de fatigue, une baisse de concentration, de l'irritabilité alors qu'il n'y a pas de raison particulière, des troubles du transit, etc. Ou bien est-ce que je me sens pleine d'énergie, concentrée, légère, pleine de vitalité? Donc si je ressens des symptômes inconfortables, il est possible effectivement que cet aliment ne me convienne pas. Si je ressens de la vitalité, il est probable que cet aliment me convienne. Et je vais même aller plus loin. Avant même de se poser les 3 questions, alors je peux me poser la première, mais avant la deuxième qui nécessite que je goûte l'aliment, je peux aussi vérifier, ne serait-ce qu'avec l'odorat ou dans l'imagination, et si là je mange cet aliment, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Et on fait des jeux comme ça avec les participants à mes ateliers, donc on s'imagine. En fonction du jour, soit j'imaginais, tenez, je vous mets une grande tablette de chocolat bien épais, etc., sous le nez, ou alors une plâtrée de cassoulet, etc. Et ça fait des choses dans le corps. Rien que par l'imagination. Donc rien qu'avec l'imagination, déjà, on peut avoir une prédiction de ce que l'aliment peut potentiellement nous procurer, si c'est un aliment qu'on connaît déjà. Donc ça demande en fait une grosse part d'observation de ce qui se passe en nous, ou de projection, hein, du coup, avec cette énième question, de vraiment se reconnecter à ce qu'on ressent. Exactement, connecter à nos ressentis. Et les symptômes à observer quand c'est après l'ingestion d'un aliment, c'est un mot que j'aime beaucoup qu'emploie Tati Lowers en profilage alimentaire. Elle appelle ça les sentinelles. Ces sentinelles, ces symptômes, en fait, on a chacun les nôtres. Et là, je vais revenir encore des siècles en arrière, 5e siècle avant notre ère, avec Socrate, cette citation que j'adore évoquer, que je pense qu'on répétera jamais assez. Socrate qui disait que chacun s'observe lui-même et note quelle nourriture, quelle boisson, quel exercice lui conviennent et comment il faut en user pour conserver la santé la plus parfaite. Si vous vous observez ainsi, vous trouverez difficilement un médecin qui discerne mieux que vous ce qui est favorable à votre santé. C'est magnifique de faire une petite référence à Socrate dans ses chroniques. C'est Radio Alto. Bon, il est gentil, Socrate, on l'aime beaucoup, hein, mais c'est quand même pas facile de s'écouter. C'est pas toujours facile. On n'apprend pas à s'écouter dans notre quotidien. Comment est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on n'a pas toujours reçu une éducation qui nous dit « Allez, écoute-toi, regarde ce qui se passe dans ton petit corps. » On a plutôt dit « Marche et voilà, et avance surtout. » Voilà, et puis en rythme. Voilà, souvent, ça a été ça. Donc, pas toujours facile de s'écouter. Alors, une précision, effectivement, l'écoute des ressentis, elle va être optimale si je suis en bonne santé physique et psychique, c'est-à-dire le stress est modéré, le sommeil est réparateur, il n'y a pas de restriction cognitive, c'est-à-dire le mental qui interfère avec la régulation alimentaire, il n'y a pas de conditionnement autour d'aliments tabous, etc. S'il y a des perturbations,
Un accompagnement avec la diététique comportementale, plus le profilage alimentaire qui est un tremplin vers l'écoute de soi, ça peut aider à revenir plus efficacement vers le type d'alimentation qui conviendra le mieux. Formidable. Finalement, tu as super bien résumé. Aliments bons pour soi, aliments bons en soi. Voilà, on a une bonne méthodologie là. J'espère. Il n'y a plus qu'à faire un cas pratique. Et ça, je te propose qu'on le fasse la semaine prochaine avec un petit plat en sauce. Oh, magnifique. Le plat en sauce est-il bon en soi? Est-il bon pour soi? Merveille. À la semaine prochaine, Anne. Avec bonheur. Belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.